qui prend la parole maintenant parce que ce matin, c'est un peu en notre nom à tous que j'ai le sentiment que nous nous exprimons tour à tour. En effet, il me paraît essentiel de bien dire aux Parisiens, aux Parisiennes qui nous regardent ou nous écoutent peut-être en ce moment, que la seule raison d'être de ce Conseil de Paris aujourd'hui, c'est qu'il soit l'expression du dépassement des enjeux d'influence, des partis pris politiques, mais qu'il puisse véritablement, à l'inverse, traduire devant nos concitoyens la nécessaire unité de tous les élus de Paris dans le combat acharné que nous menons contre l'épidémie qui nous frappe. Voyez-vous, Madame la maire, ce matin, je ne vois pas seulement 10 présidents de groupes politiques et 20 maires d'arrondissement, de droite ou de gauche, dans ces travées, mais je vois une seule humanité, menacée par une seule épidémie. Une épidémie qui tue chaque jour des centaines d'hommes et de femmes, qui met à mal notre système de santé, qui remet en cause non seulement notre mode d'organisation sociale, mais bien plus largement la plupart des dogmes et des certitudes incarnées qui nous gouvernent. Oui, nous sommes en guerre. D'ailleurs, la question se pose-t-elle quand le Covid-19 tue tous les jours près de 500 de nos compatriotes? Au demeurant, à Paris et en Île-de-France, il tue plus qu'ailleurs. Et c'est d'abord vers nos défunts et leurs familles que je veux adresser nos pensées les plus immédiates et les plus ferventes. Près de 2000 victimes à Paris et 6000 au total en Île-de-France, si l'on s'en tient aux décès rapportés au sein des établissements hospitaliers depuis seulement le 1er mars et en EHPAD depuis seulement le 1er avril. En vérité, nous savons que c'est beaucoup plus si l'on ajoute les innombrables décès à domicile qui ne sont pas comptabilisés. Cependant, derrière ces évaluations, derrière ces nombres froids, il y a une réalité, des visages qui s'effacent, des histoires qui se brisent, des familles qui s'effondrent. Aucun décès n'est facile à accepter, mais c'est encore plus douloureux dans ce temps de confinement. Dans la peur de la contagion, on isole les malades de leur famille, pendant que leur état se dégrade en quelques heures ou en quelques jours. Ils s'en vont souvent seuls. Puis, on reçoit par un coup de fil, comme un coup de poing, l'annonce de leur décès, sans avoir pu l'accompagner dans ces derniers instants. Le cercueil scellé, sans cérémonie, sans culte. Dans la distanciation lugubre, les familles culpabilisées, accablées, désarticulées, se saluent à distance et n'ont droit à aucun des moments qui ouvrent la voie à un deuil normal. C'est ce droit au recueillement, au deuil, à l'hommage, que nous devons restituer en priorité aux familles parisiennes. Et c'est la raison pour laquelle il est tant important que notre vœu commun présenté ce matin, que nous voterons, conclut sur cette promesse d'accompagnement des familles endeuillées et celle d'un hommage rendu aux victimes qui permettent d'inscrire, le moment venu, l'épidémie dans la mémoire collective de Paris. J'ai une pensée particulière pour les 12 agents de la ville décédés jusqu'à aujourd'hui et à nos 3 anciens collègues disparus. Avec la pandémie, dans le confinement, nous faisons aussi collectivement à Paris l'expérience de notre interdépendance. Disons que nous faisons enfin société. C'est pourquoi je veux faire ici état d'un immense sentiment de gratitude pour les personnels de santé de l'AP-HP et pour l'ensemble des acteurs du secteur médico-social, public et privé, médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants, sans lesquels l'accès aux soins et à la réanimation aurait été saturé puis coupé. Je veux y associer tous nos fonctionnaires de l'ARS et de la préfecture de police, nos agents des services municipaux maintenus opérationnels, le personnel des écoles et lycées, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les militaires, les pompiers et toutes les associations humanitaires qui, avec dévouement, sont restés en première ligne sur le front du combat, démontrant ainsi, une fois de plus, leur capacité de résilience, d'adaptation et d'initiative pour affronter ce virus. J'ajoute à ces héros de la résistance civile ceux qui, dans l'engrenage des crises économiques et sociales que cette crise sanitaire a déclenchées, ont ressurgi soudain dans une communauté de destin avec le peuple déconfiné, la notion d'utilité sociale à la boutonnière. Ce sont beaucoup de femmes et d'hommes sortis de l'invisibilité sociale, d'un monde qui les avait engloutis, déqualifiés, presque disqualifiés, les petits, les obscurs, les sans grade, caissières, éboueurs, livreurs, auxiliaires de vie, manutentionnaires, chauffeurs, taxis, routiers, commerçants, maraîchers, kiosquiers, buralistes, derniers de cordée et souvent premiers de corvée. Qu'ils soient eux aussi remerciés. Je ne sais pas si le confinement et la crise nous ont permis de nous réinventer, mais ils nous ont rappelé à nous-mêmes, en les aggravant, les effroyables vulnérabilités des plus faibles.
En effet, pour les plus démunis, la crise actuelle a fait ressortir des inégalités insupportables. Que veut dire le mot d'ordre « restez chez vous » quand on n'a pas de toit? Comment se laver les mains quand on n'a pas accès à l'eau? Comment se protéger quand on s'entasse en famille, dans un logement exigu, quand d'autres sont réfugiés dans leur résidence secondaire? Les difficultés d'accès à l'alimentation et aux biens de première nécessité d'une partie importante de la population sont cruellement mises en lumière dans cette crise. Et alors que 5 millions de personnes en France ont déjà recours à l'aide alimentaire hors contexte de crise, la fermeture des favoriser l'échelonnement des loyers de plus en plus dur à payer, ou pour régulariser les charges et leur demander de mettre à disposition 240 logements au moins pour les professions de santé, sécuriser et accompagner les soignants dans leur parcours quotidien, mettre en place des points d'accueil éphémères au profit des victimes de violences conjugales, dans les centres commerciaux et héberger les situations d'urgence. Créer un fonds d'urgence pour le spectacle vivant privé parisien qui va vivre sans doute des moments extrêmement difficiles et tant d'autres mesures. Je précise tout cela au cas où on pourrait penser, dans cet état d'urgence, que la majorité et les oppositions municipales sont restées divisées et que l'ensemble des maires d'arrondissement, des présidents de groupe ne seraient ni consultés, ni écoutés, ni même associés à une quelconque décision. C'est évidemment l'inverse. Et je peux rassurer les Parisiennes et les Parisiens sur le fait que c'est ensemble, toutes forces politiques confondues, que nous sommes entrés dans cette crise, et c'est ensemble que nous en sortirons et pas autrement. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, les élus parisiens, la maire, les adjoints, les maires d'arrondissement, les présidents de groupe et aussi les conseillers de Paris entendent bien faire entendre leur voix comme ils l'ont fait dans l'accompagnement du confinement et comme nous espérons bien le faire dans la préparation du déconfinement, en plénitude de nos compétences, en contribution libre, déterminée et dans une souplesse co-constructive. Bien sûr, l'État a révélé ses ratés, ses failles, ses limites. C'est pour nous, centristes, une constatation de plus, pas un reproche, pas véritablement. La crise aura montré, une fois encore, ce que nos convictions girondines rappellent en tout temps, c'est-à-dire que toute organisation centrée sur l'État montre qu'elle n'est pas adaptée pour répondre dans l'urgence aux situations de crise au plus près du terrain. Soit sur la fourniture des masques, sur la réouverture des écoles, des bars ou des restaurants, ou dans la construction d'un plan de relance, on ne peut pas imposer les mêmes règles à l'ensemble des territoires sans prendre en compte les réalités du terrain et les élus. C'est vrai partout en France et c'est même vrai à Paris au niveau des arrondissements parisiens. Il y a des mines d'initiatives au niveau local, dans nos quartiers, dans nos villes de banlieue, et c'est la leçon que nous devons retenir pour la suite. Et si besoin en est, il suffirait de constater que l'une des clés de la réussite allemande, je rappelle que le coronavirus a fait 5 fois moins de victimes chez nos voisins à ce jour, c'est sa décentralisation, son système fédéral et le rôle majeur des Länder dans la gestion de la pandémie. Ajouterai-je que c'est aussi en raison de la plus grande considération que les Allemands portent au secteur privé. Madame la maire, mes chers collègues, nous n'avons rien fait puisqu'il nous reste encore à faire. À quelques heures de l'annonce que va faire le Premier ministre du plan de stratégie nationale
tenter d'en diminuer les flux. La demande de déplacement après 8 semaines de confinement, nous le savons, sera telle qu'elle ne pourra qu'être en contradiction avec le maintien de la distanciation ou des gestes barrières qui resteront la dernière frontière entre la population et le virus. On se souvient que le métro de la ville de New York a été un important diffuseur, sinon le principal vecteur d'infection par le coronavirus dans toute la ville, il y a à peine un mois. Cela suscite donc plusieurs interrogations, à commencer par la plus importante: comment allons-nous gérer la saturation? Deuxième point, je veux insister sur l'importance des marchés ouverts et couverts à Paris. C'est une attente très forte des Parisiens de les voir réouverts, et c'est à la fois un moyen d'accès à l'alimentation qui est indispensable à une diversité de publics, de consommateurs, mais c'est surtout devenu une nécessité impérieuse, en particulier pour ceux dont le pouvoir d'achat est plus faible ou le plus diminué par le chômage ou les différentes pertes de revenus générées par la crise. Par ailleurs, pour les producteurs en particulier, les maraîchers, les agriculteurs, c'est souvent un revenu complémentaire indispensable, et pour les commerçants, une activité principale dont l'arrêt peut devenir fatal. Et si l'ensemble de cette filière peut participer à la promotion d'une agriculture biologique, c'est encore mieux pour tout le monde. Toute cette chaîne marchande a une qualité exceptionnelle et majeure. Elle reste d'un bout à l'autre dans une dimension humaine. Elle est souple dans son organisation. Elle est légère dans ses structures matérielles d'approvisionnement, de stockage, de transport. Elle peut s'adapter facilement. Alors, si la stratégie de déconfinement, comme nous pouvons l'anticiper, doit participer d'une certaine souplesse de mise en œuvre qui prenne en compte les réalités de la vie parisienne, de chaque arrondissement, et reposer sur l'action conjointe des pouvoirs publics et de la mairie de Paris, nous devons faire en sorte de la réouverture des marchés parisiennes, dans le respect des gestes barrières, nous devons faire de cette réouverture une obligation de résultat. La troisième leçon que nous retirons concerne les difficultés trop souvent évoquées qu'ont rencontrées les jeunes médecins, les internes, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignantes pour se loger à Paris. Il faut que nous répondions plus et mieux à leurs besoins de logement et que nous puissions augmenter la part de l'offre sociale vers ces professionnels, et pas seulement en mettant à contribution les plateformes spécialisées qui ont le mérite d'y répondre. Enfin, je voudrais que la conjugaison du verbe « annuler » ne soit pas la seule grammaire et le seul horizon du monde culturel et sportif parisien. Il faut que nous prenions l'engagement unanime de tout faire pour sauver la création, le cinéma, l'événement, le spectacle, les festivals, les rencontres sportives, la scène parisienne qui, sans une aide massive, ne pourra pas se surmonter ce passage à Covid. Mais il me faut conclure ce propos. Michel Serres disait « L'arrivée d'un imprévisible est toujours prévisible, mais pas sa nature ». D'où sa maxime permanente que je nous recommande « Attends-toi à l'inattendu ». Alors que nous vivions dans la folie euphorique du transhumanisme, nous redécouvrons que nous sommes mortels et que l'incertitude est notre destin. Cette épidémie, d'ailleurs, nous invite à un des rares festivals qui n'est pas annulé, un festival d'incertitude. C'est le mythe du cygne noir. L'ancien monde était convaincu que tous les cygnes étaient blancs jusqu'à la découverte de l'Australie et des cygnes noirs, mettant en évidence la fragilité des savoirs et des connaissances scientifiques. Le cygne noir faisait référence à tous les événements qu'on pensait impossibles et qui redéfinissent notre compréhension du monde. Le cygne noir possède 3 caractéristiques. Il est rare, il possède un impact dévastateur, sa prévisibilité est rétrospective et non prospective. Alors à ce stade, face au cygne noir, restons humbles. L'urgence absolue est de prendre la mesure de la crise en cours et de tout faire pour éviter le pire. Seule une politique massive de distribution de masques, de gel hydroalcoolique, de tests, de maintien des gestes barrières et d'isolement des personnes contaminées permettra de réduire fortement les pertes humaines en attendant le traitement approprié et d'ici 1 an ou 2, la production d'un vaccin. Seule la solidarité dont nos concitoyens font preuve à tous les niveaux maintiendra le lien social. On n'a aucun précédent pour mesurer les impacts de cette crise sur les individus comme sur notre société, mais à l'évidence, la réponse au défi du Covid-19 ne sera pas que scientifique.
Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, pour à la fois vos propositions, mais aussi, je dirais comme toujours, l'honnêteté de vos propos. Merci.